hello, hola et salut, c'est Version Française, votre nouveau magazine sur la mode, la déco, le design, la culture, le chic quoi, la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Dans la version du jour, on va mettre notre petit nez dans les robes en taffetas d'Alexis Mabi, le dandy au nœud pape de la haute couture parisienne. Il n'y a pas que Paris dans la vie. On ira parcourir Lyon et ses meilleures adresses, créatives, design, gourmandes et rétro. Du dandy au rappeur, il n'y a qu'un pas chaussé dans un mocassin Weston, une marque qui a su réconcilier les styles et les générations. La relève, c'est notre œil affûté sur les talents de demain. Montez-vous niché dans le micro-studio de Jean-Baptiste Frazé. Mais tout de suite, c'est point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, version française, c'est maintenant. On se la joue un télo de la fringue. Ici, on n'emprunte pas des livres, mais des vêtements. Une sélection hyper pointue pour vous la péter dans votre prochain dîner mondain sans provoquer un AVC à votre banquier. Les règles du jeu sont simples. Vous choisissez 3 pièces pour 15 jours maximum, puis vous les rapportez, les échangez à l'infini. De rien ? Le dernier ovni architectural de Jean Nouvel, c'est la Philharmonie de Paris. Fraîchement inaugurée, le bâtiment est le nouveau QG de l'Orchestre de Paris. Mais pas que. Ouvrez grand vos oreilles, le lieu accueille aussi des expositions dingues. Et si vous en avez marre que vos enfants ne jurent que par Miley Cyrus, la Philharmonie propose des ateliers d'éveil musical pour petits et grands. Ni rétrogradé ni passéiste, schnock donc. C'est la revue des vieux jeunes, des jeunes vieux, en tout cas des curieux de 27 à 87 ans. 4 numéros par an pour faire revivre la culture populaire, de Dutronc à Bardot, de Bebel à Coluche. Tournez le dos au jeunisme ambiant et être délicieusement rétro, courez dans votre librairie, c'est la French Touch. En passant dans la rue Bonaparte, on s'arrête, cette officine a l'air d'être là depuis plus de 100 ans et pourtant, cet espace dédié à la beauté créé par Victoire de Taillac et son époux Ramdan Touhami nous enchante déjà, mais l'indispensable de la semaine, c'est leur invention, l'eau triple, savant mélange de fraîcheur, de parfum et d'une touche du chic à la française. Alexis Mabi, le nœud papillon, tout le monde connaît enfin, presque, mais qui est vraiment ce prodige de la haute couture? Voici un portrait vérifié sous toutes les coutures. Bienvenue dans l'atelier très fermé d'Alexis Mabille. Je suis Alexis Mabille. Alors aujourd'hui, on est dans mon atelier bureau. Et voilà, donc je suis créateur de mode. J'ai commencé il y a bien longtemps, quand j'étais enfant, à toujours vouloir faire des choses avec du tissu pour mes amis. Et jusqu'au jour où je me suis dit qu'il faut en faire vraiment quelque chose. Après être passé par plusieurs maisons où il dessine des bijoux et des accessoires, Alexis revient à son amour premier, le vêtement. Il lance sa propre marque en 2005. Aujourd'hui, une dizaine de petites mains talentueuses travaillent pour lui dans la plus grande confidentialité de pièces d'exception. Les débuts étaient un peu différents. Au tout départ, je ne faisais qu'une collection par an, et notamment unisexe, c'est pour ça que dans mon travail, il y a toujours du masculin-féminin, parce que l'unisexe était vraiment l'essence de mes premières collections, axée sur le pantalon, et le nœud papillon, qui était devenu cet accessoire emblématique de la mode unisexe. Petite et confidentielle au départ, la maison Alexis Mabille grandit et produit aujourd'hui 4 collections par an qui défilent à Paris. La marque devient en 2012 une maison de haute couture. La maison est devenue officiellement une maison de haute couture, ce qui est assez génial parce qu'on est en tout cas, j'ai une jeune marque. Haute couture est un label qui répond à des critères très précis qu'Alexis nous explique. Donc déjà notre atelier, parce qu'on ne peut pas être labellisé haute couture si on n'a pas son atelier avec ses propres ouvrières qui travaillent et qui travaillent avec l'excellence de ce qu'on sait faire, c'est-à-dire on a chacun des spécialités, chaque maison a ses spécialités. Dans les défilés haute couture chez Alexis Mabille, on a sorti la couleur des cheveux des mannequins aux robes, bon pourquoi pas, de la dentelle, des beaux tissus, des effets de matière, des robes qui brillent, des jupes fendues, des nœuds, du froufrou à volonté, des modèles qui font vibrer une clientèle bourgeoise et très haut de gamme. En haute couture, on peut ne pas compter les heures sur une robe, on peut passer
1 à 2 mois sur une robe, c'est pas un problème. Et ces nombreuses heures de travail, de petites mains appliquées, se retrouvent sur les fesses des plus grandes stars pour des événements tapis rouges. Les clientes haute couture sont des femmes qui sont en représentation extrême en permanence, qui ont besoin de marquer leur appartenance à un monde. Des tapis rouges au podium, Alexis a son idée bien à lui de la féminité. J'ai une vue de la féminité qui est extrêmement limpide entre le prêt-à-porter et la haute couture, même si c'est des choses très différentes, mais qui sont des femmes extrêmement frivoles et très actives, hyper assumées, qui sont hyper boostées, qui font tout à 300 à l'heure. Et moi, j'aime cette activité de femmes qui ont du pouvoir, en tout cas. Ok, donc une femme très active, hyper assumée, puissante, en djellaba de dentelle et en culotte à strass. Nous, on ne sait pas trop si on y croit, mais bon, pourquoi pas. Bisous Alexis. Maintenant, on vous connaît mieux, Alexis, on va pouvoir se parler franchement. Votre style est à la fois classique, décalé, euphorique, amusant, léger. C'est vous tout ça? Bon, c'est forcément moi, parce que c'est mes inputs, ma sensibilité et mon envie de voir la femme d'une certaine manière qui me pousse à créer comme ça. Vous avez lancé votre propre maison après 9 années. C'était une période de maturation nécessaire pour vous? Est-ce que vous vous êtes dit, voilà, c'est le bon moment, je me lance? Ou est-ce que c'était fait par hasard? Non, c'est par hasard. En fait, j'ai travaillé pour d'autres maisons pendant longtemps. Le système de mode et le rythme est très euphorique et va très vite. Et c'est juste au bout d'un certain nombre d'années où j'étais pris dans un tourbillon comme ça, je me suis dit, il faut absolument que j'exprime mes envies personnelles. Et puis en même temps, je savais mieux aussi ce que j'avais envie de mettre en avant et qu'est-ce que pouvait être mon style après avoir travaillé pour d'autres marques et d'autres créateurs exceptionnels. Et vous-même, vous avez une image un peu dandy parisien, très soignée. C'est une image qui vous est naturelle? Tellement soignée que j'ai la barbe aujourd'hui, mais oui, je pense que c'est plutôt un goût. Je passe pas énormément de temps à choisir mes vêtements le matin. C'est plutôt un goût des associations de tissus, de couleurs, de matières, comme quand je choisis des tissus pour faire mes collections. Donc c'est vrai que c'est plus facile parce que c'est mon métier et forcément ça me prend pas beaucoup de temps. Mais c'est au feeling du jour comme ça. C'est vrai que je peux être très habillé comme moins, mais j'ai un vrai goût des imprimés, des matières travaillées, des couleurs. Donc je suis parfois un peu plus sophistiqué que d'autres personnes. C'est vrai qu'on sait de votre travail, vous aimez bien les contrastes. Vous venez de Lyon, une ville qu'on dit plutôt bourgeoise, je ne sais pas si elle est vraiment aussi bourgeoise qu'on le dit. Est-ce qu'il vous est resté des choses de votre enfance? Que ça vous a donné un cadre? Est-ce que ça vous a donné envie justement de vous échapper de ce côté un peu très bien comme il faut? Un cadre, oui, parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans la famille. Beaucoup de gens dans la décoration, dans la musique. Des architectes, et je viens d'une famille assez ouverte d'esprit et avec beaucoup de gens un peu farfelus. Donc j'ai plutôt eu cette chance qu'on me dise « vas-y, fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux ». Donc qui était un peu hors cadre par rapport à l'esprit lyonnais qui est plus classique. Et j'ai pas fui la ville, c'est-à-dire que si j'avais pu tout faire à Lyon, j'aurais tout fait à Lyon à l'époque, parce que j'ai une grande famille que j'adore et c'est une ville très agréable. Donc c'est plutôt les choses qui étaient comme ça, les écoles étaient à Paris, je suis venu à Paris. C'est une ville qui est extraordinaire et que j'adore. Et voilà, c'est devenu ma ville. Et j'ai créé ma société ici. Et en même temps, tout est là pour la mode en termes de médias, de fournisseurs, de lieux événementiels. Il y a un vrai truc qui est très très fort pour créer et pour s'exprimer en mode ici. Parce qu'on vous aime beaucoup, Alexis, on vous propose une petite balade chic dans notre Lyon. Des adresses confidentielles, des lieux créa. C'est notre Lyon à nous. C'est dans la ville de Lyon, la capitale des Gaules, que nous vous emmenons aujourd'hui. Exit les clichés, contemporaine et dans l'air du temps, la cité nous dévoile de nouveaux concepts inédits et authentiques.
Nous commençons par la rencontre avec Héloïse Giraud. Elle tient un magazine lyonnais plein de style et nous parle de sa vision de la ville. Au-delà des clichés comme Lyon, la ville où on mange bien, Lyon, la ville de la soie, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'un peu archaïque. Lyon est devenu une ville moderne avec des quartiers nouveaux, donc plein de nouveaux lieux et plein de nouveaux Lyonnais. Plein de nouveaux Lyonnais dans de belles demeures qu'il faut décorer. Direction notre première adresse, c'est chez Chérie Bibi. Deux sœurs qui ne manquent pas d'inspiration ont créé ce concept store. Pas strictement un magasin de déco, les deux sœurs matchent les produits et les styles. Des chaussures, des accessoires, des sacs, du mobilier vintage, brut ou retapé. Leur idée, mixer les genres et les ambiances, du neuf au rétro. Alors notre style en tant que décoratrice, c'est une envie toujours quand même de chaleur. On aime que les choses soient cosy. Donc on a pu s'éclater dans cette boutique, elle nous a laissé carte blanche et ça a été très agréable. On est arrivé dans une coque vide. On a repensé les sols, les couleurs, les luminaires aussi. On chine beaucoup, comme par exemple ce soleil qu'on a chiné à la brocante Léman. C'est une grosse brocante qui se passe une fois par an, où on aime beaucoup aller. Cette table aussi qu'on a retravaillée, on a fait refaire un plateau. On avait très envie de retrouver une rosace ici en staff, qu'on a fait rapporter donc ici. Et là, au niveau de l'inspiration, ça a vraiment été le miroir de maquilleuse qui nous est monté à la tête en premier. Donc l'idée de fixer les ampoules au plafond et de ne pas les laisser pendre. Il crée une lumière douce mais quand même présente. Une jolie sélection aussi diverse que variée pour une boutique très tendance. Tout ça, ça nous a ouvert l'appétit. Impossible de venir à Lyon sans passer par les Halles. On a eu spécialement envie d'un plaisir sucré. Stop sur ce joli stand aux couleurs acidulées. Le pâtissier est un des derniers à réaliser la véritable tarte à la praline rose, une spécialité du coin. Pour réaliser la véritable tarte à la praline, il faut déjà avoir la vraie recette. Donc la vraie recette, nous la détenons de nos prédécesseurs et il faut également confectionner ses propres pralines pour avoir des pralines maison qui sont vanillées avec de la vraie vanille de Madagascar. Et ce qui est intéressant lorsque vous mangez ces pralines et cette tarte à la praline, quand vous avez terminé, vous n'avez plus rien dans la bouche, il vous reste toujours quelques petites graines de vanille dans la bouche et de temps en temps, vous avez des petites explosions en bouche et ça c'est très intéressant puisqu'on va dire vous avez un petit peu le service après-vente de la tarte. Ok, on s'est donc enfilé une dizaine de tartes et autant d'explosions en bouche, mais on était encore loin de la crise de foie. Hop, direction le restaurant Tête d'Oie. Son chef aime l'art contemporain, le partage et ça se voit dans ses assiettes. Ma cuisine est basée bien sûr sur des produits régionaux de plus en plus. Donc je m'attache à choisir les meilleurs produits et à soutenir par la même occasion les éleveurs et les producteurs de notre région. Et au niveau du style, eh bien écoutez, je dirais que c'est un savant compromis entre la modernité et la tradition. J'aime bien les cuisines qui respectent les produits et qui ressemblent à ce qu'elles sont. Un étoilé à la cuisine délicate, poétique et artistique, ça donne l'eau à la bouche. Un petit tour dans la grande roue et cocorico, on se lève aux aurores dimanche matin pour les puces, le lieu de tous les chineurs. La particularité ici, on fait dans la récup jusqu'au bout, les brocanteurs installent un village de containers pour exposer leurs trouvailles vintage. À une époque, on n'en voulait pas, on les stockait et ils finissaient à la casse. Et maintenant, effectivement, on est dans l'ère du temps, du recyclage. On s'est rendu compte que la tendance à la fois pratique, écolo et facile à mettre en place, c'est le container. Comme c'est un nouveau village, du coup, c'est des nouveaux marchands qui viennent nous voir. C'est très divers et c'est ce qui fait que c'est intéressant et joli surtout. Encore une bonne raison pour booker votre prochaine virée en dilettante à Lyon, une ville qui vous réserve plein de surprises. Donc j'imagine dans tout ce que vous faites, vous défendez un peu cette création française, l'artisanat, c'est ce que vous avez dit, les plumassiers, les métiers de la mode. C'est une chance d'avoir ici beaucoup de fournisseurs qui sont et ennoblisseurs ou paruriers qu'on trouve qu'ici. Donc qui travaillent les choses de manière très particulière, c'est des vrais artisans. C'est pas des grosses sociétés souvent, mais ils sont derrière à faire des fleurs toute la journée, arracher de la soie, en tout cas développer des choses. Alors ça reste des artisans, c'est-à-dire que c'est des gens qui font ce qu'on leur demande et qui sont des personnes extraordinaires parce qu'ils ont pas cet ego de se dire on fait les choses comme ça. C'est-à-dire qu'eux ils se mettent au service
d'un designer ou d'une marque pour réaliser une sensibilité et une sensation. Et c'est vrai que nous, en étant membre officiel de la Fédération de la couture, on est labellisé aussi patrimoine vivant français. Donc c'est hyper important de faire travailler ces ateliers et c'est un développement permanent entre eux et nous, où nous on s'enrichit et eux s'enrichissent aussi en termes de technique et d'innovation. Vos créations sont portées par quel genre de femmes? Ou alors vous aimeriez que quel genre de femmes porte vos créations? Alors moi j'aime l'idée que ce soit porté par tout le monde. Donc c'est vrai que quand on présente au défilé, on a une optique qui est l'optique de ce que j'ai envie de montrer en termes de dynamique et de femme, qui est souvent une femme qui est assez forte tout de même, avec beaucoup de caractère, mais en même temps élégante, en même temps douce. Donc c'est un peu ambivalent tout ça, mais il y a toujours ce truc du masculin-féminin qui est très présent. Après, la vraie réalité des collections et qui est assez extraordinaire, c'est qu'une fois en boutique, ça peut être aussi bien une fashionista de 18 ans qu'une femme super chic qui a 70 ans et qui veut trouver sa timeless pieces. Donc ça, c'est vraiment, c'est la chose qui est vraiment importante, en tout cas dans mes collections, pour moi, c'est de pouvoir créer un espèce de vestiaire. Et une fois qu'on décompose le défilé, c'est une vraie garde-robe dans laquelle vous allez trouver la bonne veste, la bonne chemise, les jolis pantalons, etc. Et des pièces que vous avez envie de garder sur plusieurs saisons et que vous pouvez ressortir avec peut-être un autre truc cool de la saison d'après, etc. Donc il ne faut pas hésiter comme ça dans les collections à décrypter le message du show, qui doit être une émotion très forte pour diriger la tendance. Mais après, quand on décortique une collection, vous allez prendre une veste comme ça, une autre personne va prendre une jupe un peu fleurie, et tout d'un coup, chacun retrouve un bout de sa personnalité dans une collection. Et vous, Alexis, donc les 3 basiques de votre dressing, c'est quoi? On a les cardigans, oui. Une veste à paillettes, toujours, et un pashmina. Merci beaucoup, Alexis. Merci. Pour tous ceux qui veulent se la jouer dandy également, focus sur l'histoire du mocassin devenu l'emblème du chic version française. C'est un modèle mythique qui a traversé les générations. Votre grand-père banquier les portait avec son costume 3 pièces, aussi bien pour aller à la bourse que pour les week-ends chasse. Puis votre père au début des années 60, qu'on appelait à l'époque un minet, l'influence de l'Angleterre aidant, les porte avec un jean et nu-pieds pour séduire votre mère, ce rebelle. Votre grand frère au début des années 80, fan de rap, comprend que pour draguer les filles du 16, il faut en adopter les codes. Il n'hésite pas à piquer la paire de papa pour sortir le samedi soir à l'époque où l'on ne rentre pas en boîte de nuit en Stan Smith. Retour en 2015 et rencontre avec le directeur artistique de la maison. La maison Weston, et notamment avec le mocassin, font partie du patrimoine français, sont en dehors des codes de la mode. Une vision un petit peu plus large qui englobe l'art de vivre, qui englobe la façon d'être, qui est beaucoup plus dans la subtilité que dans la démonstration. C'est pas embijouté, il y a une certaine sobriété. L'élégance, elle est dans le détail, elle est dans la retenue. Donc ça fait partie de valeurs propres à la maison. Créée en 1945, la révolution de cette chaussure, c'est qu'on peut l'enfiler sans chausse-pied. Oui, on sait, ça paraît dingue. Ce modèle est devenu, disons, iconique à partir des années 65, où il a été récupéré par toute une jeunesse dorée, sous forme de rébellion. Ils les ont portés d'une façon totalement différente par rapport à leur père, jeans, t-shirt, sans chaussettes. Ce qui a rendu le modèle aujourd'hui iconique. C'est un modèle qui est porté par toutes les catégories de gens, du client traditionnel, certains présidents de la République, comme Mitterrand, Jacques Chirac était fanatique du mocassin 180, mais s'adresse aussi bien à des gens plus modes, prépis, ou également à des dandys. Ça couvre un type d'homme différent, où chacun s'approprie le mocassin et le porte à sa façon. Un best-seller aimé de tous, une chaussure qui met tout le monde d'accord, des présidents aux hipsters. Le mocassin n'a pourtant rien perdu de sa fabrication initiale. Direction Limoges, où tout commence par un tannage à l'ancienne. Pour fabriquer un mocassin, le but c'est d'abord d'avoir une semelle. Et la semelle est fabriquée ici, c'est une semelle en cuir pur végétal. Lorsque nous récupérons la matière première, c'est-à-dire des peaux d'animaux,
ces peaux de vache vont être nettoyées, lavées, trempées dans des jus de plus en plus concentrés en tanin, en extrait végétal. Tout doucement, la peau se transforme en cuir. Puis avec le foulon, la mise en fosse des peaux, mais surtout avec l'exigence du temps, 12 mois s'écoulent et la matière première est enfin prête pour partir à la manufacture. Il faudra ensuite pas moins de 150 prises en main distinctes pour que ce mocassin d'exception voie le jour. Découpe, piqûre de la tige, montage et bichonnage, pour ne citer que quelques étapes d'un savoir-faire unique. Une précision et un savoir optimum qui nécessitent tout de même quelques notions d'entretien et de savoir-vivre. Par principe, on évite de porter avec un costume, c'est toujours mieux avec un ensemble dépareillé ou éventuellement avec un jean, mais bon, voilà, le costume 3 pièces n'est pas vraiment conseillé avec le mocassin. Quant à l'entretien, bien entendu, bon, des embauchoirs sont nécessaires pour maintenir en forme et retendre le cuir. Ne pas les porter tous les jours, si possible. Faire en sorte que le mocassin ait un temps de repos et utiliser des crèmes. Et surtout éviter la présence d'alcool dans le cirage qui ronge le cuir et, au lieu de le nourrir, le détruit. Voilà, maintenant que vous savez tout sur cette chaussure indémodable, on vous conseille de commencer à réfléchir au look pour aller avec et à généreusement remplir votre cochon tirelire. Est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est du design? C'est le vieux débat chez les experts de style. Nous, on est juste subjugués par l'élan créa de Jean-Baptiste Fastret, jeune designer ou jeune artiste. C'est la relève, elle nous emballe. Un atelier sous les toits à Paris. C'est mini, c'est cosy et c'est ici que Jean-Baptiste Fastret crée et imagine ces pièces étonnantes. Des objets qui contribuent à une certaine renommée. En 2011, il gagnait déjà le Grand Prix Design Parade organisé par la Villa Noailles. Petit, il rêvait de dessiner des voitures. À 31 ans, il adore désormais qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Il revient aujourd'hui sur son métier de designer. Les contraintes, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et le design est une pratique artistique qui est régie par beaucoup de contraintes, comme effectivement la faisabilité, le prix de la pièce, le côté technique, la fonction. Voilà, c'est ça qui me stimule et c'est, je pense, pour ça que j'ai été attiré par le design. Jean-Baptiste aime les objets hybrides et il s'en amuse. Avec lui, fabrication industrielle et artisanale se côtoient et les matériaux se mélangent d'une façon étonnante. Tout le jeu que j'ai, c'est de m'amuser à les passer d'un champ vers un autre, par exemple, de changer un matériau, de le prendre d'un contexte et de le mettre dans un autre contexte et de voir ce que ça donne. Exemple avec le vase Scarabée, un clin d'œil formel à l'insecte. On peut voir la face avant, qui est une pièce en plastique thermoformé, qui a sur le dessus une surface irisée, qui est en fait une finition qui a été apposée chez un fabricant de masques de ski. Donc il y a cette partie qui, elle, est faite artisanalement en céramique, qui vient accueillir la coque, un peu comme les élytres du scarabée. Et pour reprendre un peu l'analogie du sport, en fait, les pièces sont reliées par un élastique qui pourrait être celui d'un masque, justement, de ski. Designer au sein de la maison d'édition Moustache, Jean-Baptiste travaille sur des défis étonnants. Exemple avec ses culbutos réalisés pour la manufacture de Sèvres. Ils m'ont demandé de dessiner des jouets. J'étais un peu interloqué par la question parce que c'est vrai que dessiner des jouets en porcelaine, je trouvais un peu dangereux, vu que c'est quand même très fragile. J'ai décidé que le jeu, ça allait devenir la fragilité justement de la porcelaine. J'ai essayé de travailler la figurine, de réinterpréter la figurine, et notamment la figurine culbuto, qui du coup a cette espèce qui peut se balancer, qui finalement qu'on peut balancer mais qui ne se fracasse jamais au sol. Donc du coup c'est un peu un jeu, on joue un peu à se faire peur. Jouer à se faire peur avec des pièces non consensuelles, quitte à déranger. C'est un peu ça le credo du designer.
J'aime bien quand je fais un objet et que certaines personnes trouvent que c'est beau et d'autres que c'est très laid. Je préfère me mettre dans des zones d'inconfort et tenter des choses qui, a priori, sont dangereuses. À la galerie Créo, on retrouve certaines pièces du designer, comme les masques Mirror. J'ai choisi un matériau pour faire ce miroir, qui est l'acétate, qui est très peu ou qui n'a pas été utilisé dans le design de meubles. Là où c'est très bien joué, c'est qu'un masque, on le met toujours sur soi, et là, il l'utilise de manière complètement différente, puisque là, on se regarde dedans. Et ce qui me plaît chez Jean-Baptiste, c'est justement cette prise de risque d'essayer de toujours d'être à la recherche de nouvelles choses, de nouveaux matériaux, en fait de nouvelles histoires à raconter, mais vraiment dans l'histoire du design. Version française est finie pour aujourd'hui, alors soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine.